Donc, le segment vert ou rouge pour terminer cet épisode et cette année 2024 pour nous au podcast. Donc, vert ou rouge, comme à l'habitude, je donne une affirmation. Vert si vous êtes en accord, rouge en désaccord. Et on a du 50-50 dans les 4 questions de la soirée ce soir. Donc, première question qui concerne le Canadien. Le Canadien terminera la saison parmi les 5 pires formations de la Ligue nationale de hockey. Éloi. Je vais y aller avec vert. Donc, on est vraiment proche là, en ce moment de la 28e place, mais je pense que Nashville, ça va cliquer un peu plus à un moment donné. Pas un point de faire les séries, quoi que ce soit, mais je pense qu'ils vont probablement dépasser le Canadien. Buffalo devrait peut-être repasser devant éventuellement aussi. Là, ils n'ont perdu 11, mais à un moment donné, ça va se replacer. Donc, Canadien va peut-être 29e, je dirais. Julien. Oui, excusez, je m'allais prendre une gorgée de boblé, mais c'est pas le temps. Okay, moi, j'ai dit rouge. Il y a quand même vraiment des pas bonnes équipes. Là. Puis, je sais pas, je pense qu'ils vont finir peut-être une flush ou une au-dessus à peu près. Là, donc, puis, aussi, là, en ce moment, il y a Patrick Laine qui est là. On voit déjà il y a quelque chose qui s'est passé. On a eu un très mauvais début de saison. Je ne sais pas dans quel mindset on était au début de la saison, mais au niveau défensif, c'était catastrophique. Ça s'est quand même replacé un peu là, depuis 2-3 semaines. C'est sûr que Montembeault ne pourra pas goaler toutes les games, mais il y a peut-être du renfort qui va arriver de Laval, peut-être un Raphaël Harvey-Pinard éventuellement, qui va être revenu en game shape. Puis s'il y a des blessés, il y a peut-être aussi, il y a Joshua Roy qui peut remonter, puis il y a Owen Beck là, qui est vraiment en feu en bas, là, qui pourrait être utile immédiatement là, pour le Canadien. Là, on le garde parce que c'est correct, mais il peut jouer dans la Ligue nationale dans un bottom six là, demain matin, là, je suis convaincu. Donc c'est ça. Puis je pense que ça me donne un vent de fraîcheur. Puis aussi, Patrick Laine, il n'a pas pris son air d'aller. En ce moment, on est capable d'aller, depuis que Laine, là, t'es quoi, à peu près 500 ish. Ouais. Peut-être 500, 530. Là. Puis Laine, il n'est pas encore en game shape. Dak, il est toujours absent. Newhook est toujours absent. Puis Slavkovski n'a pas eu un aussi bon. Là, moi j'ai trouvé que le match d'hier, Slavkovski a été. J'ai vu le Slavkovski que j'ai vu la saison dernière. Fait que, il y a beaucoup de gars qui sont pas encore startés ou qui sont pas top. Puis l'équipe réussit quand même à avoir ces résultats-là. Donc, je me dis que à un moment donné, s'il y en a un ou juste deux des 4 que j'ai nommés qui partent, mettons, Laine et Slavkovski, là, tout d'un coup, ils décollent. Je pense que Laine, je parle dans la 5 contre 5, là, parce qu'en powerplay, il est déjà pas mal décollé. Là. Mais je pense que ça pourrait quand même faire monter un peu le Canadien là, dans le classement. Moi, de mon côté, j'y vais avec vert. Donc, en ce moment, justement, on est à une position des 5 dernières. Derrière le Canadien, Éloi l'a mentionné, il y a les Prédateurs qui, selon moi, vont finir par se replacer. En tout cas, je l'espère pour eux avec tout l'argent qu'on a dépassé cet été. Les Sabres aussi, c'est une séquence de 11 défaites, mais on est un point derrière le Canadien. Puis les Sabres, habituellement, connaissent une bonne deuxième moitié de saison. Donc, j'ai quand même tendance à dire qu'ils vont repasser devant le Canadien. Mais c'est surtout le stretch de match qui s'en vient bientôt pour le CH. On affronte les Panthers, le Lightning, les Golden Knights, une petite pause avec les Blackhawks, mais après ça, l'Avalanche, les Canucks, les Capitals, les Stars, l'Utah, les Stars, Maple Leafs. C'est des gros duels qu'on a qui s'en viennent pour le CH. Donc, j'ai l'impression que durant cette séquence-là, sans dire qu'on va gagner aucun de ces matchs-là, ça va être la séquence qu'on va recommencer à perdre, si on veut, quelques rangs. Donc, je pense qu'on va être aux alentours de la 28e position, mais je pense qu'on va être juste là. On va être juste en dessous, justement, de la limite des 5 équipes. Pierre-Carl? Moi, j'étais avec Rouge, j'étais avec Julien. Donc, depuis que le line est de retour, je trouve que, comme j'ai dit plus tôt dans l'émission, il y a une belle énergie du côté du Canadien. L'avantage numérique s'est replacé. Puis, comme Julien disait, quand que Patrick Laine va être en game shape, il va être encore meilleur, en 5 contre 5. Je pense que le Canadien va être capable d'aller récolter plus de victoires que, par exemple, Chicago, même Buffalo. Buffalo et Nashville peuvent se replacer, mais en ce moment, ça fait vraiment dur que le jeu qui offre. Puis, Anaheim, les Sharks, même Columbus ou Détroit, je pense qu'ils peuvent glisser en arrière du Canadien de Montréal. Je tiens à noter, vu que tu as parlé des Sharks, là, c'est quand même. Bon, on est encore avec une fiche négative, mais c'est quand même un bon début de saison par rapport aux dernières années pour les Sharks. On a vu
une belle amélioration là, jusqu'à date. Deuxième vert ou rouge. Mikko Rantanen sera dans les 3 joueurs les mieux payés de la LNH à la signature de son prochain contrat. Julien. Ouais, j'ai dit vert, mais j'ai hésité vraiment parce que je me suis dit, le gars, il peut-tu demander comme plus que McKinnon dans sa propre équipe ou la même affaire, mettons. Tu sais, je pense qu'il est conscient que McKinnon, il y a une petite coche au-dessus. Mais McKinnon a signé il y a comme 2 ans. Fait que là, avec l'inflation, j'étais comme, est-ce qu'il va signer à peu près la même affaire? Mais tu sais, si c'est la même affaire, dans le fond, il y a Draisaitl puis Matthews seulement qui ont des plus gros Ouais, ben, salaires. en fait, c'est ça. Il va avoir Draisaitl à partir de l'an prochain. Matthews qui est à 13,25. Puis McKinnon là, à après ça, tu as 12,6. McKinnon, c'est ça, techniquement, qui va être là. Donc là, j'essaie de parier, est-ce qu'il va être comme plus payé ou au moins la même affaire? Ben, tu sais, là, moi, s'il est payé la même affaire que McKinnon, c'est que moi, je ferais, comme pour l'équipe ou whatever, je serais tendance à dire qu'il est dans le top 3 à égalité. Donc, j'ai dit vert parce que je pense qu'il n'osera pas dépasser McKinnon, mais il va signer genre exactement la même affaire que lui. Pierre-Carl? Moi, j'étais avec rouge. Je pense que Matthews, comme McKinnon à 12,6. Pourquoi si je ne me trompe pas? Je pense qu'il va signer un petit peu en dessous. Draisaitl à 14 millions également. Je ne pense pas qu'il va dépasser ça. Même McDavid, si je ne me trompe pas, il est à 12,5. Donc, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont au-dessus de lui. J'y enlève rien. C'est un excellent joueur et il va avoir une très belle carrière, mais je pense qu'il va être un petit peu en dessous de ces joueurs-là. Intéressant. De mon côté, j'y vais avec vert. Donc, je crois qu'il va à tout le moins égaler, peut-être même surpasser McKinnon si ce n'est pas Ça se avec peut. l'Avalanche du Colorado, parce qu'il peut signer ailleurs aussi. Ouais. C'est son dernier gros contrat. Puis à son premier contrat, on l'avait vu, avait signé, c'est sûr, encore là, McKinnon, son contrat datait un peu, mais a signé plusieurs millions au-dessus de McKinnon aussi. C'est pas gêné à signer un plus gros contrat. Donc, j'ai tendance à dire que ça va être encore le cas, puis ça va être l'agent libre, un des agents libres les plus attendus sur le marché quand il va être disponible. Donc, moi, j'ai l'impression que Rantanen va signer un très gros contrat et peut-être, comme je l'ai dit, à la limite, si c'est pour rester au Colorado, peut-être au même montant que Nathan McKinnon. Éloi? Ben écoute, moi, je pense qu'il reste au Colorado dans ma projection. Fait que j'ai mis rouge. Je le verrais autour de 12,5 pour être juste un petit peu en dessous de McKinnon pour que la structure de l'organisation soit comme respectée. Mais là, ça le mettrait égalité troisième là, avec 12,5 avec McDavid, quand même. Donc, mais tu as Mitch Marner qui est libre aussi. Puis Mitch Marner entre dans mon calcul. Moi, je pense qu'il pourrait aller chercher du 12,6. Fait que, ça va être serré. Ouais, ça va être serré. Là. Ouais. Ben Mitch Marner, justement. Parce que Rantanen, il pourrait quand même s'aligner pas loin de Matthews, mettons. Oh, là, parce que Matthews, c'est sûr qu'il compte plus de buts. Mais Rantanen, je pense qu'il est meilleur globalement. Puis il y a plus d'armes dans son jeu. Puis, il aussi, ça va être son dernier contrat, justement. Fait que là, c'est là que ça se passe. Fait que je suis comme. Ouais, puis tu sais, sans dire que Matthews a pris un discount pour rester à Toronto, on s'entend que si Matthews teste le marché en ce moment, il gagne plus que Draisaitl. Il va battre Draisaitl. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec Rantanen si jamais il décide de tester le marché. Mais c'est ça, je pense le fait de rester ou non au Colorado va beaucoup jouer dans la balance de son prochain contrat. Ouais. Troisième affirmation, on parle du championnat du monde junior. Donc, le Canada remportera le championnat du monde de hockey junior de l'IIHF. Pierre-Carl. Moi, j'ai été avec vert, pourquoi pas. Tu sais, le Canada, c'est toujours une des puissances dans ce tournoi-là. On a un Bradley Nadeau, en fait, qui évolue dans les ligues américaines, je crois qu'il va être là. Puis on a aussi on a ramené beaucoup de jeunes talentueux à la défensive avec Schaefer. On a Martin en attaque. On a des jeunes qui vont être repêchés cette année dans le top 5. Je pense qu'on a beaucoup de talent. Puis aussi, on est allé chercher des joueurs comme de rôle un peu, si on veut, là. Avec Étienne Gauthier, Cole Baudouin, je pense que ça va être des joueurs qui vont être difficiles à affronter sur la 3e ou 4e unité. Mais je pense que l'équipe aussi avec qui ça va être le plus serré, ça va être les États-Unis encore. C'est un classique, mais ils ont quand même un Trey Augustine dans les filets qui a une énorme saison à date dans la NCAA. Sinon, on a Zeev Bouillaume, Cole Hudson. En attaque, on a Connolly, Iserman, Leonard. Ça va être quand même assez dynamique, mais je pense que le Canada est capable toujours quand même beaucoup de succès dans ce court tournoi.
Donc, je crois au Canada. Éloi, t'es moins optimiste de ton côté. Ben écoute, je pense qu'on va mieux faire que l'an passé quand même. Là. Donc, je suis optimiste de ce côté-là. Tu sais, mais comme Pierre-Carl le disait, les États-Unis, toute une équipe, ils sont dans le même groupe que le Canada cette année. Ce que j'aime pour les États-Unis aussi, c'est qu'on a plusieurs matchs pour s'ajuster. Tu sais, on affronte l'Allemagne, la Lettonie. Après ça, la Finlande, c'est un petit step-up, mais là, l'équipe va déjà avoir eu le temps de prendre son rythme. Après ça, on affronte le Canada. Puis au final, ce qui est intéressant, ces deux équipes-là, vu qu'elles sont dans le même groupe, elles ne vont pas se retrouver tout de suite là, dans les rondes d'éliminatoires, si tu veux. Donc, je pense qu'on pourrait se retrouver en finale, Canada, États-Unis, puis je donnerais un avantage aux États-Unis, qui ont tout un club, ils ont plus de gars expérimentés du championnat junior de l'an dernier aussi, donc je pense que ça va jouer un rôle. Julien? Ouais, moi j'ai dit vert. Justement, l'année passée, je pense que c'est un faux pas, puis on va vouloir vraiment se venger de ça. Je trouve que sur papier, le Canada a plus de profondeur, peut-être un peu. Et au niveau de la défensive aussi, je donne un petit avantage au Canada. Offensive, ça se ressemble pas mal. C'est sûr qu'il y a un peu plus d'expérience aux États-Unis. Moi, vraiment, ce qui me faisait peur, mettons, moi, je trouve que le Canada a des super bons gardiens de but, mais Augustin, je pense qu'il est vraiment une coche au-dessus. Je pense que c'est sa 3e participation là, au championnat. Puis j'ai vraiment l'impression que ça pourrait faire la différence. Mais il y a le facteur, les États-Unis, ça arrive quand même souvent qu'ils choquent. Historiquement, plus que le Canada. Dans des matchs serrés. Donc, puis comme Pierre-Carl a dit, j'aime ça qu'ils sont allés chercher quand même des joueurs de caractère. Donc, j'ai hâte de voir. Ça va être chaud, en tout cas. Cette année, là, je peux vraiment dire États-Unis, Canada, là, ça va être vraiment au coude à coude. Puis je pense pas. Il n'y a pas vraiment des espoirs là, en Suède ou en Finlande qui vont me convaincre de dire faites attention, la Suède pourrait vraiment jouer les troubles de fête avec le Canada ou les États-Unis. Là, pour moi, c'est vraiment il y a ces deux-là puis les autres. Donc, mais je prends un petit avantage au Canada, puis c'est toujours le fun de regarder ça en temps des fêtes. Ouais, de mon Pendant côté. qu'on a un échange en direct. Donc, pourquoi pas les transaction. Ben oui, let's go en direct. Merci Pierre-Carl. Donc, il y a ben oui, gros échange, c'est un gros nom quand même. Donc, Capo. Donc, on savait que les Rangers de New York, ça allait pas très bien. Ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs. Donc, Capo qui va prendre le chemin de Seattle. Donc, c'est quand même intéressant pour Seattle. Contre? Oui. Je vais le montrer, ça ne sera pas long. Will Borgen, un choix de 3e ronde en 2025 et un choix de 6e ronde en 2025. Donc, on a cherché un défenseur de profondeur droitier, finalement, pour aller pallier à peut-être certaines difficultés, surtout qu'on a échangé Trouba. Donc, je pense que ça a fait un trou quand même dans ce type de défenseur-là. Puis, les choix de 3 et 6, donc c'est quand même pas... On s'entend que ça faisait quand même 2-3 ans qu'on voyait qu'il n'y avait plus une grosse entente entre l'organisation et Kako. Puis même ce week-end encore, il n'a pas aimé être le joueur laissé de côté non plus. Là. Il n'a pas aimé ça du tout, mais c'est dommage, on n'a pas grand-chose en retour. Non. Là. Non. Vraiment pas. En fait, je pense que tu veux pas au fil des années, sa valeur a sans cesse diminué. Là, donc, fallait s'y attendre. Donc, petit échange. C'est un gros nom, mais c'est pas d'envergure parce qu'il fait pas grand-chose, Kako. Mais on sait qu'il a un mêlé rendu à 23 ans. J'ai quand même hâte de voir le changement d'air. C'est toujours ça qui est intéressant avec des joueurs repêchés aussi haut. Là. Des fois, ça peut être l'électrochoc qu'il y avait besoin pour que ça clique. Là. Peut-être. Ouais. Puis je parlais, c'est sur à quel point c'était le fun d'écouter ça dans le temps des fêtes avec un chocolat chaud. C'est toujours mes meilleurs souvenirs du temps des fêtes quasiment. Écoute, mais par contre, malheureusement, cette année, ça va pas être un truc tôt le matin. Là, donc, l'an passé, c'était le fun de se lever et de checker ça. Mais cette année, ça va être quand même. C'est ça. Fait que c'est pas fait. Puis j'ai pas besoin de me lever à 4h du matin, fait qu'on est content dans ce temps-là. Ouais. Je vais aller de ma prédiction également. Donc, pour ce vert rouge, moi de mon côté, je vais avec rouge comme Éloi. Donc, je crois que les États-Unis vont l'emporter cette année. Contrairement à vous, j'aime moins le fait d'avoir amené beaucoup de joueurs de profondeur avec l'équipe Canada. On en a parlé dans les derniers épisodes. Il y a beaucoup de talent qui a été laissé de côté. Puis
j'ai l'impression que dans les années où le Canada a voulu trop faire ça, trop y aller par une sélection précise des besoins pour les joueurs de bottom six, ça a nuit à l'équipe. Ça a été les années où ça a été plus difficile en termes de résultats. Donc, j'ai un peu l'impression que ça va peut-être se répéter cette année. Je ne pense pas qu'on va perdre encore de finale encore une fois, mais quand même, j'ai l'impression qu'on pourrait se faire surprendre justement en raison du manque, pas de talent, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de talent dans l'équipe canadienne, mais des game changers qu'on a décidé de ne pas prendre nécessairement, que ce soit en raison de l'âge, en raison du fait qu'on voulait avoir des joueurs spécifiques pour des rôles spécifiques. Donc, j'ai ces petites craintes-là pour le Canada cette année. Mais il y a quelque chose, par exemple, parce que dans le fond, là, il y avait la formation qu'on a vue, puis là, il y a des noms qui sont comme rajoutés là, dans les dernières semaines, puis là, c'est des joueurs de talent. Seneca. Mais là, il n'est pas dans l'équipe. Ils ont Non. sorti l'équipe finale, puis Seneca n'est plus là. Il n'a pas Ah, été ouais, sélectionné. non, c'est Zen ça. Parek n'a pas été sélectionné non plus. Non, Zen Parek, ça me dérange moins parce que défensivement, c'est une catastrophe. Là, mais ça reste quand même que, il y en a quand même des joueurs de talent. Là. Il en manque beaucoup, par exemple. Je pense que 2 de plus, ça aurait mieux équilibré. Mettons dans le top 12, dans les 12 attaquants, j'aurais pu remplacer 2 gars de profondeur pour deux gars de talent, puis ça aurait été. On aurait quand même eu, je repense à. Parenthèse, je repense à un Joshua Roy, qui a commencé sur une. On s'entend, c'est un joueur de talent. Exactement. Mais il a pris un autre rôle, il a été capable, puis il s'est adapté, puis là, finalement, il s'est ramassé en haut, fait bref, des sélections, des fois, là, c'est ça. On n'est jamais 100% d'accord, mais je pense quand même que le Canada a une assez bonne équipe pour gagner. Même si ça va être difficile. C'est que Connor Bedard pourrait encore jouer pour le Canada. C'est Bruni aussi. C'est Bruni aussi. Ouais. Ça fait quand même 2 ans qu'il est dans la ligue, puis il pourrait encore être là, c'est fou. Ouais. On termine ça avec dans mon équipe, un duel de Jack ce soir dans mon équipe. Donc, je vous ai concocté pour cette dernière de l'année une comparaison entre Jack Eichel et Jack Hughes. Donc, évidemment, pas du même repêchage, mais on les prend au début de leur carrière, comme à chaque fois. Donc, un premier choix au total, un deuxième choix au total au repêchage. Évidemment, Eichel a gagné la Coupe Stanley il y a 2 ans. En termes statistiques, c'est quand même très semblable. Les deux sont près du point par match. Les deux avec un différentiel négatif, évidemment, du côté des deux côtés, ça remonte tranquillement pas vite là, avec les bonnes saisons de leur équipe respective, mais c'est sûr qu'Eichel, avec les années de misère à Buffalo, ça n'a pas aidé à cette statistique-là. Et pour ce qui est des séries, les deux n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais lors de son premier parcours en série, Eichel avait obtenu énormément de points et un très bon différentiel, évidemment, pour les Golden Knights. Et Jack Hughes aussi, dans son seul parcours en série, 11 points en 12 matchs également. Donc, très intéressant comme statistique de ce côté-là. Donc, je vous demande qui choisissez-vous en premier pour votre équipe entre les deux. Je commence avec toi, Julien. Donc, qui est ton choix? J'ai hésité longtemps. C'est un très difficile, celui-là. C'est 2 joueurs qui n'ont pas vraiment le même style. Ça aurait été moins difficile de faire ça. Mettons le Eichel qu'on a connu à Buffalo, puis avec la réputation qu'il avait, puis là, en plus, c'est la grosse blessure au dos qu'il a eu, puis bon. Mais, écoute, depuis qu'il est à Vegas, c'est un joueur transformé, là, c'est un train, là. Puis il est tellement bon pour distribuer la rondelle. Tu vois, à Buffalo, justement, il essayait tout le temps de compter des buts, puis là, il est vraiment, je pense que cette année, il y a quoi? Je pense qu'il y a 9 buts puis 20 quelques passes, là, donc il est vraiment quelqu'un qui rend tout le monde meilleur. Mais, Hughes, là, il y a eu des petites blessures, là, mais écoute, il est sur une pente là, ascendante assez incroyable. Puis je pense qu'il va dépasser, en termes offensifs, en tout cas, il va dépasser Eichel. Écoute, Eichel, dans le fond, c'est pas compliqué. Il bouge comme Hudson, mais il est plus vite, puis il a des meilleurs tirs. Puis il a des aussi bonnes mains. Fait que, tu sais, c'est vrai, il fait ce qu'il veut, sa patinoire-là. On l'a vu là, contre Montréal, justement. Là, il se promène, il spin, il regarde à gauche, passe à droite. Puis, tu sais, c'est pas un gros bonhomme. Tu sais, il est quand même frais. Là, il est pas pesant. Mais, tu sais, il se fait pas vraiment ramasser non plus. Là, tu sais, il est tellement quick. Puis non, il n'y a vraiment pas une coche là, depuis 2 ans. Puis il va faire à chaque année des saisons de 100 points quasiment. Là, je suis convaincu. Eichel, il est plus autour de 80, mais un 80 pesant. Là, il est vraiment bon dans plusieurs facettes. Puis d'habitude, j'aime mieux ça. Mais je trouve que Hughes, je pense qu'il va être encore meilleur. Je pense qu'il peut aller chercher un style au niveau d'une cadence là,
un petit coche en bas de McKinnon, mais pas beaucoup. Puis il me fait penser beaucoup à lui de la manière qu'il bouge, puis des fois, il fait juste partir. Donc, c'est pour ça. Mais ça reste que Eichel, depuis qu'il est à Vegas, c'est quelque chose, mais justement, depuis qu'il est à Vegas, il a quand même scrappé comme beaucoup d'années, ce que Hughes, j'ai l'impression qu'il va moins scraper, puis qu'il a vite pris sa pente ascendante plus tôt que Eichel, puis c'est pour ça, là, dans une perspective de long terme. Et il faut prendre en considération le contrat à 8 millions qui c'est déjà une aubaine, puis il y en a encore pour quelques années. Ouais, son prochain contrat risque d'être encore plus dispendieux, par exemple. Ouais, le prochain contrat, on en reparlera rendu. Éloi? Écoute, de mon côté, ça a été serré aussi. J'étais avec Jack Eichel au final. Ses premières années à Buffalo, statistiquement, ça l'a ralenti un peu. Comme beaucoup de joueurs qui passent par Buffalo, c'est dommage, mais c'est ça pareil. Mais tu sais, Eichel, là, les dernières années, ce qui me fascine, c'est à quel point il a rendu les joueurs avec lui meilleurs. Tu sais, Marchessault, qui est devenu un compteur là, de 40 buts en jouant avec Eichel. D'un coup, on le voit à Nashville, c'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même situation. Eichel n'est pas là, ça aide pas. Je dis pas que c'est juste Eichel qui faisait tout, mais disons qu'il y a eu un rôle à jouer parce qu'on regarde cette année, Barbachev, il a déjà 15 buts. Barbachev, tu sais, tu mets un joueur avec Eichel, puis ça devient un gars qui va marquer 30, 35, même 40 buts. C'est un impact qui est non négligeable quand même. Puis je pense que Eichel, ses statistiques personnelles à lui, comme j'ai mentionné, aurait été encore meilleur s'il avait été dans une situation comme Vegas toute sa carrière. Donc, c'est pour ça que j'ai été avec lui. Pierre-Carl? Moi, j'ai été avec Jack Hughes. Si je regarde, si je projette, mettons, leur carrière, là, quand ils sont jeunes, au tout début, je pense que Jack Hughes, je trouve qu'il a un meilleur début de carrière, si on veut, quoique c'est deux excellents joueurs. Jack Hughes a déjà fait 99 points il y a 2 ans, si je ne me trompe pas. Puis, il est juste à 23 ans, donc je pense que lui est très bien parti. Il a dominé partout ce qui est passé. C'est un joueur qui est extrêmement rapide, qui a une très bonne vision du jeu. Donc, je pense qu'à long terme, là, il pourrait vraiment être dangereux là, pour les gardiens ou les équipes adverses. Là. Je pense qu'il va avoir beaucoup de succès dans la Ligue nationale. Oh, ben Jack Hughes en a... pas Jack Hughes. Jack Eichel en a autant, mais... Le Jack, c'est tough. Ouais, c'est difficile là, mais tous les arguments étaient bons. Là, mais moi, j'ai été avec Jack Hughes. Ouais. J'y vais avec Jack Eichel. J'ai vraiment longtemps hésité. Je l'ai même dit à Julien tantôt. C'est moi qui prépare le dans mon équipe. Puis même moi, jusqu'à pas longtemps dans l'épisode, je ne savais pas encore qui je prenais entre les deux. Je vais avec Jack Eichel en grande partie en raison des séries éliminatoires d'il y a 2 ans. Ça m'a comme montré que dans les moments importants, les gros moments, il se présente. C'était une des facettes qu'on, peut-être à Buffalo, on pouvait malheureusement pas voir parce que il était dans ben non, mais il n'était pas dans les séries, pas juste ça. Même en saison régulière, on parlait beaucoup de son leadership, tout ça. Je sais qu'à Vegas, il a été mieux encadré, ça l'a aidé. Mais je pense aussi que le contexte de Buffalo, puis on en a parlé plus tôt dans l'épisode, ne l'a pas aidé non plus. À l'âge qu'il est arrivé dans la Ligue, il devait déjà traîner l'équipe sur ses épaules pratiquement. Donc, ça ne l'a pas aidé. Ce que je pense que du côté de Hughes, on a quand même un issue avec lui en attaque au centre. Puis on a une bonne formation maintenant autour de l'équipe. Donc ça peut l'aider. Mais je pense vraiment que Eichel, maintenant qu'on voit à Vegas, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur qui en série devient dominant. Défensivement, a une coche au-dessus de Jack Hughes. Ils sont juste sur 200 pieds, vraiment une coche au-dessus. Puis je pense que c'est là que je vais le choisir parce que effectivement, je pense que Hughes va connaître une saison en termes offensifs, une carrière plus prolifique que Jack Eichel. Mais je pense pour l'ensemble du jeu, je vais y aller avec Eichel, justement. Surtout quand on pense souvent qu'on veut bâtir notre équipe en fonction des séries. J'ai tendance à dire que peut-être le jeu de Jack Hughes va moins se transposer dans un contexte éliminatoire. Mais encore là, des joueurs comme McKinnon, tu l'as nommé, Julien, comme Kucherov, se sont très bien débrouillés en série. Là, on l'a vu. Ouais, c'est qu'il est tellement jeune encore. Ouais, ben oui. Jack Eichel, à l'âge que Jack Hughes en ce moment, il n'était pas bon sur 200 pieds. Là, fait que je me dis, c'est ça, là, je trouve que le plafond est plus haut, mais en ce moment, Jack Eichel, il est meilleur overall. Puis ça ne veut pas dire que Jack Hughes va continuer à évoluer, mais je pense quand même que le plafond est plus haut. Puis, c'est ça, avec moi, c'est surtout avec son contrat qu'il a encore pour 5-6 ans à 8 millions. Là. S'il continue encore d'augmenter à du 105 points ou à du 90 points, mais meilleur dans sa zone, ça va être quand même meilleur overall qu'Eichel par rapport au salaire. Mais écoute, c'est deux centres que je prends demain matin. Là. On n'a pas ça à Montréal, aucun des deux, même pas proche.
En fait, Hughes va re-signer son prochain contrat à l'âge de 28 ans. Imaginez l'argent. Tantôt, on parlait de Rantanen, mais imaginez l'argent qu'il va demander à ce moment-là. Puis il Ouais, va ça, être. c'est dans 5 ans. Le Ouais, plafond va être rendu à genre 105 millions, là, 110 même, probablement. Ah, il va aller chercher du 15-20, là, d'après moi. Là. pourrait devenir le joueur le mieux payé. Ça sera un vert ou rouge pour dans 4-5 ans.